Plus d'un an après l'apparition d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone, acteurs de la santé et autorités répètent les mêmes erreurs du passé, a affirmé samedi à Dakar Joanne Liu, présidente internationale de Médecins sans frontières, en pointe dans la lutte contre l'épidémie. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a encore une trentaine de cas dans la région, qu'on a 9 préfectures qui dealent avec des cas et que ça continue à infecter des nouvelles préfectures. Et ça, on se dit, comment ça qu'on n'est pas capable de prévenir ça? Et on n'a pas encore tous les outils sur place. Et on fait encore les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé, notamment par rapport à arriver dans des communautés avec nos kits de protection personnelle, des ambulances et toujours des communautés qui ne sont pas informées sur ce qu'est l'Ebola. Face à la résurgence de l'épidémie, le président sierra-léonais Ernesto Baikorama a décrété vendredi un couvre-feu dans les secteurs affectés des provinces de Cambia et Port-Loko avec confinement des habitants à domicile obligatoire pendant 21 jours, durée maximale d'incubation du virus. La présidente de MSF a dénoncé le fait que la lutte contre l'épidémie soit également devenue un débat entre le pouvoir et l'opposition en Guinée. On sait aujourd'hui que l'engagement de la communauté dans la réponse est essentiel. Et si on n'a pas l'engagement des communautés, ça ne se fera pas. Mais on sait aussi qu'un leadership au niveau gouvernemental local est absolument essentiel. Et donc, quand on a des agendas mixtes par rapport à la réponse à l'Ebola, où l'agenda des intérêts politiques de certains passe devant la réponse aux citoyens à l'épidémie, mais ça ne fonctionne pas. Selon l'OMS et les autorités sanitaires, la persistance de pratiques funéraires à risque constitue toujours un des principaux vecteurs de contamination en Guinée et en Sierra Leone. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en RDC ex-Zaïre en 1976, a fait près de 11 200 morts sur quelques 27 000 cas identifiés. Un bilan nettement sous-évalué de l'aveu même de l'OMS à plus de 99% en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. L'opposition burundaise, qui conteste depuis fin avril la volonté du président Pierre Nkurunziza à briguer un troisième mandat, a dénoncé samedi le forcing du gouvernement et l'illégitimité de la commission électorale dont le Parlement vient de valider la nouvelle composition à un mois de la présidentielle. 2 des 5 membres de la commission électorale nationale indépendante désignés par le président et approuvés par le Parlement avaient démissionné fin mai et fui le pays, paralysant théoriquement l'institution au sein de laquelle les décisions devaient être prises à une majorité de 4/5. Le décret présidentiel publié lundi, mais daté du 30 mai, a ramené cette majorité à 3/5, tandis que les 2 membres du Parlement ont approuvé vendredi soir 2 nouveaux membres de la commission. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont approuvé vendredi soir les nominations de 2 nouveaux commissaires. Annoncié Nyonkuru, une Tutsi de 38 ans, présidente du tribunal de grande instance de Ngozi, dans le nord, la province natale du président Nkurunziza, et Alice Nejimbere, une Tutsi également âgée de 38 ans, enseignante dans la province de Kayanza, dans le nord. Ces nominations satisfont au sein de la CENI les obligations constitutionnelles d'équilibre, d'éthique et de genre. Les présidents de 2 groupes parlementaires d'opposition ont lu une déclaration dans laquelle ils ont exprimé leur profond désaccord avec un forcing du parti présidentiel, le CNDD-FDD, puis sont sortis de l'Assemblée sans prendre part au vote qui a été acquis avec la majorité des 3/4 requises par la Constitution pour nommer les membres de la CENI. La nouvelle CENI a aussitôt déclaré recevables les 8 dossiers de candidature présentés pour le scrutin présidentiel du 15 juillet, dont celui du président Nkurunziza. Un tribunal sud-africain saisi par une ONG a interdit au président soudanais Omar el-Béchir de quitter le pays tant que la justice n'aura pas statué sur la demande d'arrestation formulée par la CPI, indique un jugement publié dimanche. Omar el-Béchir est en Afrique du Sud pour participer au sommet de l'Union africaine, mais la Cour pénale internationale a appelé Pretoria à l'arrêter dans le cadre des poursuites engagées contre lui en 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et en 2010 pour génocide.
Le président de l'Assemblée des partis à la CPI, Sidiki Kaba, actuel ministre sénégalais de la Justice, appelle l'Afrique du Sud, qui a toujours contribué à renforcer la Cour, à n'épargner aucun effort pour assurer l'exécution des mandats d'arrêt contre El Béchir, affirme un communiqué de la CPI publié samedi soir. De nombreux pays africains ont pris la décision de ne pas coopérer avec la CPI, estimant que le tribunal n'agit que contre les dirigeants africains. 2 mandats ont été lancés par la CPI contre le président soudanais en 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et en 2010 pour génocide. Les 2 mandats sont en relation avec le Darfour, région de l'ouest du Soudan, en proie aux violences depuis 2003 où plus de 300 000 personnes sont mortes dans ce conflit, selon l'ONU. Le président El Béchir, 71 ans au pouvoir depuis un coup d'État en 1989, a été réélu en avril dernier avec 94% des voix pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est en chœur que la société civile ouest-africaine a tiré la sonnette d'alarme sur les effets des changements climatiques sur l'agriculture de la région. Réunis à Bamako, en marge du forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au changement climatique, ils ont appelé les États à agir très rapidement. Bon, la situation est que vous constatez avec moi que d'abord, les pluies, la période qu'on les attendait, on ne les a plus. Façon dont elles arrivaient, elles n'arrivent plus. Vous allez avoir aujourd'hui une pluie qui arrive avec 200 mm. Ça inonde tout, ça prend tout. Nous avons des vents de sable qui viennent, le peu de fumée que nous avons sur le champ, ça va avec. Nous avons les fleuves qui commencent à s'ensabler, ça commence à s'étirer, on n'a plus d'eau. Tu commences au niveau du pâturage, absolument pas. La plupart des zones de pâturage, il n'y a absolument rien. Il y a des herbes qui poussent qui ne sont pas appétissantes. Tu prends au niveau du fleuve aujourd'hui, le fleuve ne nourrit plus les pêcheurs, il n'y a absolument rien dans les fleuves. Les gens sont obligés de faire de la pisciculture. La situation est loin d'inciter à l'optimisme et si rien n'est entrepris dans les 10 prochaines années, la région aura du mal à assurer la sécurité alimentaire. Pour autant, des initiatives existent. La région a ramassé toutes les connaissances. Elle connaît toutes les opportunités qui lui offrent. Et quand elle a connu tout ça, elle a terminé le débat. Maintenant, elle se prépare pour aller faire des négociations au niveau international. Nous, on ne voit rien. On ne voit rien parce que l'Europa a négocié avec la SABER, c'est la société donc des énergies renouvelables, pour que dans chaque pays, on investisse 1 milliard pour l'utilisation rapide des énergies renouvelables avérées. Ça, c'est du concret, mais il n'y a pas de réponse. La rencontre des acteurs de la société civile ouest-africaine précède le forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au changement climatique qui s'ouvre lundi dans la capitale malienne.